merci pour l'invitation. C'est toujours avec plaisir que je viens à Toulouse et j'y viens aussi régulièrement puisque je suis toujours intervenant, prof dans différentes formations d'œnologie ou de no-tourisme que je vais plus précisément détailler aujourd'hui. Donc effectivement, le no-tourisme, ça devient aussi un élément clé, y compris par rapport à la crise que nous connaissons. Ça peut être un élément de diversification sur le plan financier, sur le plan aussi de l'image. On parlait un peu tout à l'heure du nouveau monde et c'est vrai que les pays qui sont dans une approche plus libérale se doivent de développer de l'œnotourisme parce que c'est effectivement l'élément fort de leur valorisation image. Et on voit bien que dans cet œnotourisme se développe bien sûr prioritairement l'attrait pour les terroirs, l'attrait pour le vin, sa dégustation, mais on voit poindre aussi des notions de ce qu'on peut appeler l'éco-œnotourisme, le tourisme durable, slow-œnotourisme, avec notamment le volet paysage dans sa composante à la fois esthétique mais aussi écologique qui prennent de plus en plus de place. Alors, avant de parler paysage, essayons de le définir. Donc le paysage a été défini donc par une convention européenne qui est indépendante de la communauté européenne, mais qui fait beaucoup de travaux, notamment en lien avec les aspects durables. Donc partie de territoires tels que perçus par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et ou humains, donc nous c'est « et », puisque la vigne, il y a les deux facteurs, et de leur interrelation. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le paysage est aussi en lien avec la notion de terroir. La définition officielle de l'OIV, qui reprend le cadre des appellations, donc une interaction entre un territoire, climat, géomorphologie, et les humains, l'homme, le vigneron, qui fait des choix viticoles, des choix œnologiques. Et étant assez impliqué, on a souhaité, avec un petit groupe, on n'était pas très nombreux, aussi intégrer le fait que bien sûr, la finalité initiale de ce terroir, c'est de produire du raisin, avec un produit avec une identité spécifique, mais cela participe aussi à ce qu'on appelle les externalités, donc le paysage. Les externalités, c'est ce qui n'a pas une valeur économique directe, comme peut l'être le raisin, avec la valorisation du vin, mais qui a une valeur quand même au niveau notamment du territoire. On parlait tout à l'heure des incendies, donc le fait d'avoir de la vigne au niveau d'un territoire, c'est aussi effectivement se prémunir par rapport au développement d'incendies à grande échelle. Donc c'est gravé dans le marbre et c'était un peu difficile, mais la notion de paysage est également, est maintenant intégrée directement dans la définition du terroir. Alors, on a eu la chance, puisque dans le cadre de la création du pôle environnement qui est devenu durable de l'IFV, que j'ai animé, d'avoir pu mobiliser une paysagiste qui nous a beaucoup aidé dans cette compréhension du paysage. Et c'est vrai que c'est important pour vous qui êtes professionnels, responsables éventuellement d'organisation, d'aider les visiteurs, y compris parfois le monde professionnel qui vit dedans mais qui n'a pas peut-être le recul. Donc d'aider les professionnels et aussi les visiteurs à découvrir ce paysage, qui, comme la dégustation d'un vin, recouvre des aspects descriptifs, relief, géomorphologie, gestion des sols, etc., et des aspects sensibles. Et c'est la dimension sensible qui va amener l'attractivité. D'où la notion de dégustation de paysages. Bon, ça m'a un peu donné l'idée dans le cadre notamment de formations que je donne en œnotourisme. En pratique, j'ai une demi-journée pour décrire la notion de paysage, un peu comme je le fais rapidement avec vous. Et puis ensuite, on va sur le terrain avec un vigneron, on change tous les ans. Et donc avec ce vigneron et les étudiants, eh bien, on se met dans différentes situations du vignoble et on essaye de comprendre donc ce paysage, de comprendre, d'essayer de le décrire avec une terminologie valorisante et aussi de voir bien sûr les enjeux. Je vais en dire quelques mots. Voilà, donc cela recouvre à la fois bien sûr les différents plans, comment on se situe par rapport à ce paysage, plan ouvert, plan fermé. Donc les sources d'agression, je vais en dire un mot, à l'inverse des éléments de valorisation, une typologie, on va dire, géomorphologique,
parfois les sols, hein, qui peuvent, notamment en hiver, avoir impacté le paysage de manière significative, le mode de conduite, et puis ensuite la dimension, avec des notions de relief, de courbe, de couleur, etc. Voilà, donc c'est un guide, comme une fiche de dégustation, mais ça permet effectivement, je pense, d'aider à structurer un peu l'étude et la valorisation du paysage, hein, qui est aussi à considérer sous son angle de la biodiversité écologique. Donc vous avez à droite, effectivement, ce qui est présenté dans le cadre de l'IFV par rapport à l'agroécologie. Voilà, donc l'idée, ça a été d'essayer de travailler sur une typologie qu'on va appeler géomorphologique, hein, donc qui touche à la fois à la géologie, au relief qui est important évidemment pour les vignobles. Et à partir de là, eh bien, certaines régions, c'était le cas notamment dans les Côtes-du-Rhône, ont établi leur propre typologie pour aider justement un petit peu les vignerons à mieux comprendre. C'est quelque chose, pourquoi pas, qui pourrait être fait dans le sud-ouest par rapport à des configurations qui peuvent être différentes selon les appellations, selon les régions. Et ça permet à la fois aux professionnels de faciliter leur compréhension et puis de servir de support aussi, hein, au niveau des visiteurs. Voilà. Alors, dans les paysages remarquables, j'ai eu l'occasion de faire une publication il n'y a pas très longtemps dans la revue des œnologues. Bien sûr, les fleuves ont sculpté les paysages. Alors, à la fois avec le côté attractivité par rapport au fait que ça facilitait le transport. Là, je suis en train de publier un article sur justement l'évolution du transport depuis l'origine qui a impacté le vignoble, avec un travail que j'avais fait sur le canal du Midi. Et donc, au-delà, d'un point de vue, bien sûr, souvent, donc ces fleuves creusent des vallées profondes, déterminent aussi des aspects microclimatiques. Et donc, les fleuves ont été déterminants. Quand on regarde la carte des vignobles d'Europe, eh bien, les fleuves ont effectivement été très, très présents. Alors, bien sûr, j'ai souhaité vous présenter l'une des photos de mes photos favorites de paysages, qui a été reprise dans l'ouvrage dont je dirai quelques mots, donc dans le Douro, avec donc ce qu'on appelle donc les pierres sèches, hein, qui font l'objet d'un congrès il n'y a pas très longtemps en Autriche. Il y a un groupement sur les pierres sèches, et donc qui ont été classées il y a 2 ans, je crois 2 ou 3 ans, par 7 pays, dont la France, à l'initiative de Chypre, et donc qui sont classées UNESCO. Hein, donc ça veut dire que si vous avez des pierres sèches chez vous, eh bien vous pouvez vous prévaloir effectivement de ce classement UNESCO. Alors les paysages de climat, bien sûr, remarquables. Alors ça m'intéresse parce que moi ce qui me passionne, c'est de comprendre comment l'homme a su surmonter des défis de la nature, qui peuvent être évolutifs d'ailleurs, avec les problèmes des changements climatiques. Et donc, au niveau de Lanzarote, on a effectivement donc une couverture lors de la dernière éruption volcanique par un sable noir. Et donc, les hommes ont su tirer parti, donc aller chercher la terre nourricière originelle, en formant des cuvettes avec des murs pour à la fois protéger du vent et en même temps capter un petit peu de la fraîcheur de la nuit. Et ça nous donne des paysages remarquables. Donc c'est cette opposition, hein, entre le noir et les vignobles. Et donc je vous ai mis un petit descriptif tel qu'on peut le faire de manière un peu littéraire, hein, parce que l'idée c'est effectivement au niveau du paysage, quand on écrit le paysage, pas simplement rester sur un descriptif comme un vin. On pourrait dire bon, c'est bien de savoir l'acidité, etc. Mais donner un peu une dimension littéraire dans son descriptif. Au niveau des paysages, donc Irouléguy, j'avais eu l'occasion de faire une visite il y a assez longtemps. Donc des banquettes, donc c'est pas toujours effectivement de la pierre sèche, qu'on retrouve également sur de beaux paysages en Slovénie, donc même des paysages, on va dire, modernes, hein, par rapport aux terrasses traditionnelles en pierre sèche, donnent également, hein, fournissent des paysages remarquables d'un point de vue esthétique, et démontre aussi la façon dont l'homme s'adapte à ces conditions de pente parfois extrêmes. Dans le paysage, il ne faut pas non plus oublier donc ce qu'on appelle donc les cabanes de vigne, hein, donc ce qu'on appelle couramment le petit patrimoine, notamment les cabanes de vigne. Cabanes de vigne, dans
l'ouvrage dont je vous dirai quelques mots, j'ai essayé de reprendre un peu une terminologie assez vaste, hein, qu'on retrouve en France, et qui peuvent être des supports pour développer des activités de marche, de sentier, voire de vélo. Et donc on a l'exemple ici, pas très loin de chez moi, les Rissés, donc commune du sud de la Champagne. Donc ils ont créé ce qu'ils appellent le chemin des Cadoles. Donc ce petit patrimoine peut être valorisé au travers de sentiers, en mettant éventuellement des panneaux, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a été souvent détruit, hein, avec ce que j'appelle l'âge d'or de la modernité. Il fallait tout raser ce qui gênait. Et donc ça peut être, parce que forcément il y a un coût, il y a une mobilisation d'espace, donc c'est bien de pouvoir aussi les valoriser. Alors ce qui est intéressant aussi, à titre d'exemple aussi, hein, c'est de valoriser la différence que l'on peut avoir au niveau des paysages selon les saisons. Période bien sûr printemps, été, automne, période des vendanges, et parfois en hiver avec de la neige. Et je n'ai pas résisté, je présente souvent à mes étudiants, également utiliser ce thème des saisons pour mettre à l'honneur les femmes. On va parler des femmes tout à l'heure. J'ai 3 petites filles. Et donc, voilà, j'ai mis un tableau qui effectivement souligne, hein, le rôle des femmes dans le vignoble. Et donc, c'est important de pouvoir les considérer. Alors, le paysage est à considérer sous sa dimension, on va dire, esthétique, hein, le plaisir de le contempler, mais aussi dans sa dimension patrimoniale, écologique. Alors, si on fait un raccourci, c'est peut-être encore plus vrai en agriculture qu'en viticulture, on peut dire qu'on avait des paysages complexes jusqu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Arrive donc l'âge d'or de la modernité, nécessité de passer des engins, de gagner en productivité. Donc là, on vire un petit peu tout ce qui nous paraît pas utile, les arbres, les haies, etc. Et le challenge maintenant, c'est d'essayer de créer un paysage qui tient compte des contraintes techniques, économiques, mais en même temps qui amène des supports de biodiversité et qui amène une certaine rupture, hein, par rapport à la monotonie que l'on peut avoir sur des paysages de vignes classiques. Donc ça, c'est le challenge. Et donc, en plus, quand on a la chance d'avoir localement des plantes qui fleurissent en période hivernale, hein, l'hiver, ce n'est pas la meilleure saison pour la vigne d'un point de vue paysager. Bon, quand on a de la neige, parfois c'est intéressant. Donc évidemment, des paysages fleuris hivernaux enrichissent l'esthétique de ces paysages, tout en contribuant également à la biodiversité. Donc toujours sous cet angle de biodiversité, donc il s'agit effectivement de réfléchir, toujours avec les contraintes bien sûr, de réfléchir à ce que l'on peut faire par rapport à des arbres isolés, par rapport à des haies, parfois des alignements, les tournières, bien sûr, les bandes fleuries, qui d'ailleurs en paysage de terrasse, en pentu, limite aussi le transfert de pesticides, ce qu'on appelle les plantes jalons, des bosquets, etc., des talus végétalisés. Et donc j'avais eu l'occasion, j'ai fait un article dessus, dans le prolongement d'une démarche montrant que la biodiversité, ce n'est pas simplement à l'échelle parcellaire, mais qu'on doit l'intégrer dans une vision de continuité, hein, donc avec ce qu'on appelle les trames. Et donc là, forcément, ça nécessite une vision globale, hein, qui sort du cadre parcellaire, ce qui n'est pas le plus simple, parce que ça veut dire qu'il faut mettre ensemble différents vignerons, différents exploitants. Et là, il y a j'ai souligné, hein, un des exemples, le travail qui a été fait par ENSI à Cognac, qui non seulement finance, mais aide, parce que souvent, ce n'est pas uniquement le côté financier, mais c'est tout le travail de coordination, d'animation, qui bloque les démarches collectives. Alors, ce paysage, parfois, est menacé. Bon, bien sûr, on a tous besoin d'électricité. On a tous besoin de routes, voire d'autoroutes, pour circuler. Et parfois, donc au-delà aussi, bien sûr, du problème d'électricité, des éoliennes, des usines qui doivent aussi se développer, on peut avoir aussi des agressions paysagères, esthétiques, issues du monde viticole. Ça peut être le cas au niveau des aménagements de coteaux, pas toujours disgracieux, des bâtiments, hein, on appelle ça, les paysagistes appellent ça les verrues paysagères, c'est le terme consacré. Des aménagements hydrauliques, donc qui ne sont pas toujours non plus, hein, au niveau des bassins de collecte, etc.
Donc comme je dirai à la fin, c'est vrai que l'idée c'est que le paysage ne soit pas simplement un sous-produit des pratiques viticoles et territoriales, mais qu'on l'intègre, pour chaque projet qu'on intègre, avec bien sûr les contraintes financières, techniques, etc. À l'inverse, on peut avoir des éléments de valorisation qui bien sûr varient selon chaque zone. Donc tout ce qui va dans le sens de ce que j'ai déjà présenté, les haies, enherbement, cabanes de vigne, des caves avec forte valeur patrimoniale, soigner aussi les bordures de forêt. Le volet écologique, que souvent on ne valorise pas d'ailleurs pour ceux qui ont des terrasses, des patrimoines religieux, aménagement écologique des rivières, etc. Donc tout ça, ça fait partie aussi d'une réflexion d'ensemble qui va dans le même esprit de ce que je présentais avant, c'est-à-dire que voilà, on va avoir une démarche paysagère à une échelle globale, et là c'est souvent le rôle des structures collectives, des syndicats, des chambres d'agriculture, etc., d'amener une dynamique et un travail d'accompagnement. Alors, par rapport à la valorisation, que font-ils ailleurs? Vous voyez que nos amis italiens, par exemple, ont créé un module, une communication, en utilisant d'ailleurs l'intelligence artificielle, où ils ont repris un peu la typologie dont j'avais parlé tout à l'heure, mais plus sous l'angle esthétique, pour chacune des régions. Et c'est vrai que ça permet effectivement d'avoir une valorisation. Quand vous avez des vignobles dans différents secteurs, ça peut être intéressant de mettre en perspective vos différents micro-terroirs avec le volet aussi géologique et la diversité des vins qui en résulte. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle peut être aussi utilisée pour nous donner vraiment les éléments essentiels des caractéristiques paysagères. Autre élément, bien sûr, classique, un panneau donc au niveau d'un point de vue, qu'il faut bien choisir, aussi d'un point de vue logistique pour que les gens puissent se garer sans problème, avec sécurité. Bon, une astuce que j'ai vue en Autriche, où des gens au niveau de la salle de dégustation, d'accueil, positionnent leurs pieds. Alors on pourrait avoir un système avec une hauteur variable, et donc ça leur permet, au travers des indications sur le verre, sur les fenêtres, de pouvoir avoir des points de repère par rapport aux éléments paysagers qu'ils peuvent observer. Donc il faut effectivement essayer d'aider aider les visiteurs à comprendre le paysage. Autre aspect très intéressant, effectivement, qu'il ne faut, à mon avis, pas oublier, qu'on ne prend peut-être pas assez en considération, ce sont les familles. Si on veut avoir un public qui ne soit pas uniquement constitué de retraités, faire venir des familles, il faut essayer de trouver des activités aussi pour les enfants. Et donc, à partir de là, il peut y avoir, j'avais vu une première expérience dans le Penedès en Espagne, j'ai repris un exemple, une photo que j'ai prise il y a 2 semaines avec le Canigou, particulièrement enneigé cette année. Et donc il y a des logiciels, donc notamment Photor.com, qui permettent par l'intelligence artificielle d'extraire à partir de créer à partir d'une photo un schéma. Et donc, bien sûr, tout cela facilitant ensuite le travail de coloriage qui peut être fait par des enfants. Sachant que le paysage, il faut toujours l'avoir à l'esprit, donc c'est vrai dans la communication, échappe aux contraintes par rapport à l'alcool. C'est intéressant pour les enfants, mais c'est aussi intéressant en termes de communication, y compris institutionnelle, de la part des syndicats, des organisations professionnelles, puisque vous véhiculez finalement un message terroir, on ne va pas dire vin, en tout cas un message associé à une unité de production. Et donc, à partir de là, vous n'êtes pas contraint. Donc, c'est important d'avoir cet élément à l'esprit par rapport à une communication qui est effectivement de plus en plus contrainte vis-à-vis effectivement vis-à-vis des aspects loi et vin et tout ce qui touche à l'alcool. Et là, j'ai eu l'occasion de visiter une cave à Cognac, on avait déjà travaillé ensemble, qui a développé, Trogliat, qui a développé des activités spécifiques pour les enfants, donc avec aussi un sentier particulier, des activités aussi avec des observations d'insectes, avec des soirées étoiles, etc. Tout ceci pour dire que le no-tourisme, ce n'est pas simplement créer un magasin avec du vin et quelques panneaux, mais c'est du professionnalisme pour créer une dynamique d'accueil et de valorisation.
Parce que je vois trop souvent des démarches œnotouristiques où finalement, quelle est la valeur ajoutée par rapport à un achat de vin au niveau d'un caviste ou au niveau du supermarché. Donc il faut vraiment qu'il y ait une dynamique, mais ça demande de l'investissement, c'est un autre métier. Et puis il faut quand même regarder le côté retour financier, au-delà du retour image. Voilà. Alors, quelques mots par rapport au top des paysages, je ne vais pas tous les décrire. Bon, vous savez que le Graal, c'est l'UNESCO. Donc beaucoup de régions souhaitaient avoir au moins une partie de leur territoire en classification UNESCO. On en a maintenant une quinzaine en Europe, 4 en France. Donc c'est un dossier qui dure très longtemps, une dizaine d'années. Donc il y a 2 entrées. L'entrée, on va dire territoire, telle que vous l'avez ici. Et puis il y a des entrées peut-être un peu moins connues, liées à ce qu'on appelle le culturel immatériel. Le dernier classement étant l'élaboration du commandariat à Chypre, donc du savoir-faire ou des festivités. Et donc ça, c'est important parce que ça permet effectivement de pouvoir utiliser ce valet patrimonial reconnu au niveau international. Et donc, mais c'est un travail de longue haleine. Il se trouve que maintenant, je suis un peu expert pour l'UNESCO pour des préévaluations de dossiers. Et c'est vrai que c'est un très, très gros travail. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est aussi les géoparcs. On a le géoparc donc, qui là est plus axé sur la particularité géologique, et évidemment directement en lien avec le terroir. Donc l'un des premiers, enfin viticole, ça a été effectivement donc au niveau du Beaujolais, un Beaujolais qui a d'ailleurs été concerné par la dernière période glaciaire. Les glaciers descendaient jusque dans une partie du Beaujolais. Et donc là, on a le géoparc de l'Hérault, que j'ai un petit peu visualisé quand j'ai fait le voyage de presse dans le canal du Midi. Donc peut-être plus facile d'accès. Donc ça peut être aussi, pour des institutions, des éléments de réflexion pour avoir une reconnaissance internationale. Sachant que, justement, à partir de l'expertise que je peux avoir sur ces sujets, pour un projet paysager, souvent, le blocage, bon, c'est le travail d'animation, et l'interdisciplinarité. Étudier un paysage, c'est mettre ensemble des gens qui ont des compétences différentes. Moi, j'ai bien vu ça pour avoir accompagné le projet Champagne. Souvent, on avait déjà les viticoles, les œnologiques pour notre monde, mais les historiens, les gens qui travaillent sur l'ethnologie, bien sûr l'écologie, climato, etc., n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et l'intérêt de ce type de projet, eh bien, c'est qu'à l'échelle d'un territoire, eh bien, on met effectivement ensemble des gens qui ont des compétences diverses et variées. Et on doit bien sûr associer, non seulement le monde viticole, les collectivités, etc., ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc ça crée une dynamique. Je ne dis pas qu'il y a un retour avec une augmentation du prix de la bouteille, une augmentation des ventes, mais c'est vrai que ça crée une dynamique territoriale qui est intéressante. Voilà. Donc en pré-conclusion, je voulais mettre un peu en perspective aussi les choses. En fait, le paysage, on le conçoit au niveau du terroir, de la partie viticole. Mais de plus en plus aussi, il y a la vision qu'au niveau d'une cave, ce n'est pas simplement un bâtiment, mais ce sont aussi des aménagements autour de ce bâtiment. Il y a d'ailleurs un label, alors 2 mots, on a plusieurs dizaines de caves qui sont labellisées HQE, haute qualité environnementale, qui était un label qui venait du monde domestique, mais qui a été transféré sur le secteur viticole. Et donc, au-delà de ce label, il y a un autre qui est en train d'émerger en complément, Biodiversity, qui justement repose sur des aménagements. Il y a un cas des charges que je ne vais pas décrire, vous pouvez trouver ça sur Internet, mais sur des aménagements à la fois liés à la biodiversité et au paysage dans l'environnement de la cave. Alors bien sûr, pour des aménagements nouveaux, vous avez donc ici l'exemple de Château-Bailly, Pessac. Le challenge, c'était de créer une cave sans dévaloriser le bâtiment à forte valeur patrimoniale initiale, donc avec du toit végétalisé, un bâtiment enterré. Toit végétal, l'intérêt du toit végétal, c'est que ça permet effectivement d'amener de la végétation dans l'environnement de la cave et donc aussi de la visite. Et puis un autre exemple, un ami que je connais depuis longtemps, Jaume Gramona, qui a souhaité transférer sa cave
étant trop exigu à l'intérieur du village, dans le PDDS, et donc qui a créé un toit végétal. Et il a eu l'idée de créer un jardin écologique avec des plantes. Et en fait, une plante est caractéristique d'une géologie, d'un sol et d'un climat. Et donc une plante, indirectement, est caractéristique d'un type de terroir. Donc c'est une façon indirecte de montrer la particularité des terroirs viticoles via les plantes qui y poussent. Alors ça, on peut le faire sur du toit végétalisé, on peut aussi le prévoir sur des circuits. Voilà. Donc ça fait partie des choses qui, je pense, devront être intégrées. Alors, que fait très bien le Nouveau Monde, hein, quand vous visitez les caves, j'ai eu la chance de faire un peu le tour du monde. C'est vrai que les caves du Nouveau Monde, qui ont certes plus d'espace, mais savent bien valoriser toute la partie extérieure de la cave, ce qu'on fait peut-être un peu moins chez nous. Parfois on manque de place, mais on y pense peut-être un peu moins. Et aussi, bon, sujet sur lequel je travaille depuis longtemps, avec le système de traitement des effluents, avec des systèmes écologiques, des roseaux ou autres, qui s'intègrent parfaitement, plutôt que d'avoir des bassins disgracieux qui sentent pas bon. Voilà, donc pour tenir les délais, donc ce que j'ai appelé la dégustation de paysage, un peu à l'image de celle du vin, doit pouvoir mettre en avant, bien sûr, un aspect analytique, mais aussi émotionnel, susciter la curiosité des observateurs. Donc ça crée des liens, ça éveille les sens, des souvenirs. Hein, donc la cave est quand même l'aspect le plus emblématique au niveau de la visite. C'est un peu le miroir du vigneron. Et donc le no-tourisme est une alliance parfaite entre cette dégustation et l'immersion dans un environnement unique et qui fait le lien entre vin et gastronomie, et tout ça participant à une sensibilisation, c'est mon sujet vis-à-vis de la durabilité. Donc c'est forcément court, en 20 minutes. J'ai résumé ce que je présente souvent à minima en une demi-journée. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, donc il y a l'ouvrage effectivement qui décrit, j'ai repris 700 photos que j'ai prises dans le monde pour expliquer, pour faire court, l'histoire et la géographie de la vigne et du vin, l'histoire depuis l'origine, chaque paysage étant un support d'explication. Et puis les deux précis, hein, dans la série de l'ensemble des précis Viti, Euno, et donc les deux durables, coordonnés par Jean-Luc Berger, l'ancien patron de technique de l'IFV, et donc dans lesquels il y a une partie spécifique sur le volet patrimonial du terroir, donc qui peut bien sûr vous intéresser pour ceux qui veulent aller plus loin. Merci de votre attention.